Bonjour à tous et merci d'être venus pour cette agora qui va traiter de l'optimisation du parcours patient à travers le challenge des solutions digitales en biologie. Donc à travers cette belle question, on va re-questionner le rôle du biologiste et celui du laboratoire de biologie. Et pour faire ça, on va parler d'un projet pilote qui est conçu par les laboratoires en partenariat avec le laboratoire Servalliance par Abbott. C'est la solution Alinicus CDS, une solution d'aide à la décision clinique qui est en projet pilote sur le territoire toulousain. Donc pour en parler, nous allons présenter nos beaux intervenants. Donc il y a monsieur Michel Sala, qui est directeur médical des laboratoires Servalliance. Monsieur Ronan Lequéré, qui est représentant de l'association Rénalou, qui est une association qui représente les insuffisants rénaux, dialysés, greffés. Et Madame Nathalie Guével, qui est directeur corps diagnostic chez Abbott France. Donc pour commencer cette agora, je vais laisser la parole à Nathalie, qui va présenter le contexte du projet et sa genèse. Merci beaucoup. Donc en fait, Abbott est une société qui opère dans le domaine du médical depuis 130 ans dans le monde, qui est présente en France depuis 40 ans et qui opère sur 3 aires thérapeutiques qui sont le dispositif médical, le dispositif de diagnostic in vitro et les solutions digitales. L'ADN d'Abbott, en fait, depuis sa création, a été de produire des innovations de rupture au service des patients et des opérateurs du système de santé. Pour référence, les premiers tests de dépistage du VIH ont été identifiés par Abbott. Une partie d'entre vous connaît le freestyle libre qui a permis en fait le monitoring en continu de la glycémie pour les patients diabétiques. Et donc ce projet s'inscrit naturellement en fait dans les valeurs d'Abbott. Abbott a à cœur de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients en amont pour faire en sorte finalement que des pathologies qui peuvent devenir lourdes soient dépistées précocement et traitées au mieux, voire ralenties pour le confort des patients. Donc pour aller un peu plus loin sur ce contexte, je voulais demander donc à Monsieur Sala et à vous Nathalie, pourquoi ce partenariat entre Servalliance et Abbott pour le projet pilote ? Alors nous, on avait à cœur en fait de pouvoir travailler sur le parcours de prise en charge des patients insuffisants rénaux avec notre outil donc d'aide à la décision clinique. Et en fait, alors Michel va compléter mes propos, mais on a senti avec Serba une commonalité d'intention pour les patients et pour le système de santé, en quelque sorte un ADN commun. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on a été très, très intéressés pour aller un petit peu au-delà du résultat d'un laboratoire, pour essayer de proposer à nos correspondants, médecins, directeurs d'hôpitaux, etc., des services à plus haute valeur ajoutée qu'un simple résultat grâce à des outils digitaux comme celui d'Abbott. Voilà. Donc, alors après, je peux continuer puisque j'ai la parole. Il a fallu... nous avons convenu ensemble d'un domaine d'étude, d'un domaine d'expérimentation et on a choisi la maladie rénale chronique. Et puis on a choisi un lieu, il fallait un système, il fallait une société compétitive et il fallait un lieu. Et on a choisi, avec un collègue qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui est à Toulouse, la clinique de l'Union à Toulouse, qui est un gros établissement qui présente plusieurs avantages pour notre expérience pilote. La première, c'est qu'elle est de taille importante, donc un recrutement qui permettait une volumétrie suffisante. La deuxième, c'est qu'on a un écosystème clos, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de vue des patients. Et les patients sont dans un système hospitalier qui nous permet d'avoir une vision relativement cohérente dans le temps. Et la troisième chose, c'est qu'on avait une très bonne coopération entre les équipes cliniques de néphrologie et le laboratoire. Parce que pour faire un pilote comme ça,
il faut vraiment être très proche de ses correspondants, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Voilà pourquoi ce qui a été un peu, ce qui a présidé à la genèse de ce projet, de ce pilote. Parmi toutes les maladies chroniques, pourquoi avoir choisi en particulier l'insuffisance rénale? Alors, je vais répondre en partie, parce que M. Lequéré va m'aider, mais on a choisi la maladie rénale chronique parce que c'est une maladie où, paradoxalement, on dispose de marqueurs biologiques extrêmement fiables, rodés, faciles à mettre en œuvre, et malgré tout, ça reste comme un iceberg avec une immense masse qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, de patients qui s'ignorent et qui sont atteints de cette maladie rénale chronique. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on constate que près de 30% des patients qui ont une maladie rénale chronique arrivent en dialyse du jour au lendemain. Donc, la dialyse, c'est un traitement de suppléance de la maladie rénale chronique. C'est le stade 5. C'est quand les reins ne fonctionnent plus. Et c'est quand même des conséquences qui sont qui impactent le quotidien de ces patients, puisque du jour au lendemain, on se retrouve à devoir subir 3 dialyses par semaine. Donc, c'est des longues sessions où on épure et on filtre toutes les toxines qui se sont accumulées dans le sang. Et donc, moi, je trouve que c'est assez emblématique qu'aujourd'hui, encore avec tous les progrès médicaux, avec les progrès qu'on peut avoir dans l'analyse de sang, avec l'accès quand même, on est un des pays avec le plus grand nombre de médecins, on accède encore trop fréquemment, on arrive trop fréquemment en fait en urgence en traitement de suppléance. D'autant plus qu'en plus, il y a 3 stades véritablement dans la maladie, si on peut qualifier ça de stade. Il y a la maladie rénale chronique avant le stade terminal, il y a le moment où on est en dialyse et ensuite il y a la greffe. Et la greffe étant le traitement de suppléance par excellence, en tout cas nous on le qualifie par excellence, parce que ça vous permet de reprendre votre vie de manière beaucoup plus normale. Peut-être présenter maintenant le fonctionnement de la solution, parce qu'on en parle mais on ne l'a pas encore expliqué comment elle se met en place. Oui, donc c'est une solution digitale, c'est un logiciel qui tourne sur un serveur qui est alimenté par nos résultats de laboratoire, qui est alimenté par les automates à travers un logiciel qu'on appelle dans notre jargon un middleware, qui s'interpose donc entre l'automate producteur de résultats, et il est également alimenté à partir du système de gestion de laboratoire pour avoir toutes les données d'état civil, le sexe, l'âge, etc., toutes les données qui nous sont importantes, mais également il est alimenté à partir du logiciel des néphrologues, logiciel métier des néphrologues, ce qui nous permet d'avoir un certain nombre d'informations importantes. Et ces informations permettent au logiciel d'élaborer un certain nombre de règles à partir des différents résultats obtenus. Et ces règles, il en déduit des conduites à tenir, des notifications, des alertes qui sont transmises sur le compte-rendu de biologie et qui peuvent également être notifiées dans le cas d'urgence, parce qu'il peut y avoir un caractère d'urgence à certaines notifications. Alors là, on est en train de travailler sur justement la possibilité d'adresser aux prescripteurs, aux néphrologues, des résultats en urgence sans passer par la voie classique du téléphone, parce qu'ils ne sont pas toujours très disponibles. Donc c'est un logiciel qui est un logiciel tiers en fait, et qui, on va le voir, je vais vous l'expliquer, on va l'expliquer un petit peu après, mais qui a un œil beaucoup plus fin qu'un homme. Et la maladie rénale chronique en particulier sur les stades avancés, vous savez que pour les patients qui ont une insuffisance rénale, on leur fait très souvent des bilans, en particulier quand ils sont en épuration extra-rénale. On a une quantité de données de biologie absolument phénoménale. Avant, après dialyse, etc., le suivi régulier à 3 mois, etc. Et l'expérience a montré que ce soit les néphrologues ou les biologistes, ils ne lisaient pas tout. Qu'en fait, il y avait une certaine non-qualité dans l'utilisation fine et complète des résultats produits par le laboratoire. Il y en a beaucoup. Et il se passe plein de choses. Et donc, CDS permet en fait de ne rien rater. C'est ça le fondement du logiciel. On va l'expliquer après, mais le fondement du logiciel, c'est de permettre de digérer toute cette masse de données en corrélant les résultats de la biologie avec des informations de nature clinique pour amener à des conclusions ou des notifications ou des alertes. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer le parcours d'utilisation de la solution du biologiste jusqu'au patient? Oui, alors,
je vous ai expliqué comment le logiciel, la place du logiciel dans l'architecture générale du laboratoire et de l'hôpital, en l'occurrence la clinique de l'Union et la clinique Saint-Exupéry. Après, le design, le protocole qui a été utilisé pour cette phase de test, ce pilote, avec les équipes d'Abbott, a été de définir 3 catégories de patients cibles en fait. La première, c'est les patients naïfs, qu'on pourrait appeler naïfs, c'est-à-dire c'est les patients qui n'ont pas d'insuffisance rénale connue, mais qui viennent pour autre chose. Ils ont un bilan parce que ils ont été voir un rhumato, ils ont été voir n'importe qui, peu importe. Ils n'ont pas d'insuffisance rénale. Ça, c'est le stade, on va en parler du dépistage ou de la prévention. La deuxième chose, c'est les patients porteurs d'une maladie rénale chronique, non encore en phase terminale, mais ce sont des patients qui sont surveillés, qui ont des bilans réguliers, et c'est des patients pour lesquels on va observer de manière très soigneuse leur évolution. Troisième catégorie de patients, c'est les patients qui sont en épuration extra-rénale et pour lesquels, de la même manière, sont des patients souvent assez fragiles, et le logiciel va aider les équipes cliniques et biologiques à dépister un certain nombre de choses, qu'on va voir après peut-être dans le détail. Justement, est-ce que par rapport à l'utilisation, que ce soit plutôt là dans le cadre du suivi ou des patients qui sont greffés déjà, comment l'algorithme délimite les stratifications du risque? Je ne sais pas si ma question est claire. Alors effectivement, le logiciel utilise un certain nombre de règles. Ces règles ont été implémentées par les équipes digitales d'Abbott, mais ces règles ne sont pas figées, elles peuvent être modifiées, enrichies, éventuellement soustraites. Bref, le biologiste, en accord avec les cliniciens, avec les équipes de néphro, optimise les règles en fonction des évaluations. On va voir après, on a mené des évaluations régulières pour voir si ce qu'on avait fait finalement en rétrospectif était bien fait, si les alertes qu'on a données étaient pertinentes, etc. Mais si je reviens à la stratification du risque, mais avant, si vous le permettez, je voudrais parler des patients naïfs, parce que c'est un élément très important. Et M. Lequéré disait qu'il y a 30% des patients qu'on découvre au moment de l'épuration extra-rénale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'on a des marqueurs biologiques simples qui coûtent 1,20 €, pardon, qui ne coûtent rien, mais on ne les utilise pas. C'est quand même incroyable, non? Et donc, l'idée, c'était d'alerter les cliniciens pour des patients qui venaient pour autre chose, qu'il y avait peut-être une pathologie rénale sous-jacente et qu'on ne pouvait pas ne rien faire. L'expérience a montré, à Poitiers, il y a une autre expérience pilote qui n'a rien à voir avec celle-ci. Néanmoins, il y avait 15% des généralistes qui n'avaient pas noté que le patient avait une insuffisance rénale. Ça vous donne un peu une idée de l'importance de ce dépistage de la maladie rénale chronique. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était une partie de l'étude avec laquelle on a travaillé et c'est vraiment important. Je m'excuse Michel, mais je me permets de compléter parce que c'est particulièrement important cette donnée-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des solutions pour pouvoir justement éviter de passer par la dialyse et d'accéder plus rapidement à la transplantation. On parle aujourd'hui de greffe préemptive, c'est-à-dire qu'on ne passe pas par l'étape de dialyse. Et plus tôt on identifie, on diagnostique, on dépiste un patient avec une maladie rénale chronique, plus on va lui offrir une solution qui va lui permettre de conserver sa qualité de vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces marqueurs, on n'a pas évoqué, mais c'est le débit de filtration glomérulaire qui permet d'évaluer la fonction rénale. C'est particulièrement important de visualiser l'évolution de la tendance. Parce qu'en fonction de l'âge, ce débit de filtration glomérulaire, il va diminuer, ce qui est normal. Mais par contre, s'il continue à diminuer alors qu'on n'est pas forcément dans les cibles, eh ben, c'est un indicateur du fait que le patient est en train d'évoluer justement vers un stade terminal. Et plus on le découvre rapidement, plus on va pouvoir lui proposer des solutions alternatives à la dialyse. Et pour moi, c'est un des enjeux aujourd'hui. Et on n'évoque pas, on n'a pas évoqué, mais il y a d'autres aspects dans l'insuffisance rénale, c'est qu'aujourd'hui, ça va agir sur toutes les constantes biologiques, et notamment sur la kaliémie, donc le potassium. Et le potassium, plus vous allez avoir un taux qui va augmenter, plus vous avez un risque, en fin de compte, d'accident cardiaque. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'à partir de tous ces indicateurs, on peut justement faire de la prévention auprès de ces patients. Je m'excuse. Ah non, mais c'est un des points essentiels qu'a abordé Renan. C'est justement peut-être s'il faut retenir quelque chose de cette table ronde, c'est ça. C'est-à-dire que l'aspect de suivi longitudinal. Actuellement, un résultat de laboratoire, c'est quoi? C'est un instantané, c'est une photo. Vous voyez quelque chose, et puis après, on arrête. Mais le patient,
il est toujours là, continue d'évoluer. Et vous faites un bilan 2 semaines après, 3 semaines après, puis encore un autre bilan. Puis vous voyez vaguement ce qu'on appelle dans notre jargon l'historique, c'est-à-dire les antériorités. Mais finalement, il y a une non-qualité de la prise en compte de ça. Et ce qui est intéressant avec le CDS, c'est qu'on reconstitue en fait non pas une photo, mais un film. À partir des différentes photos qui sont les instantanés de chaque mesure, on peut en déduire comme ça. Et on voit des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, si je puis dire. On voit que le patient, effectivement, on est au-delà des variations physiologiques, puisque le débit de filtration glomérulaire ou la créatinine, effectivement, varie dans le temps, c'est normal. Mais là, sauf que là, il varie toujours dans le même sens. Et dans un sens qui n'est pas dû au hasard. Et ça, c'est quelque chose que très souvent, les cliniciens et les biologistes ne voient pas, parce que c'est infradiagnostiqué. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces situations dramatiques que décrivait Renan. Et donc, l'idée du logiciel, c'est que lui, il voit ça. S'il est bien paramétré, et on fait en sorte qu'il le soit, il va vous alerter en disant, attention, ça fait 4 fois que votre paramètre, il est en train de se dégrader, toujours dans le même sens, il ne remonte jamais, il est toujours en train de se baisser. Donc il y a un problème, vous voyez. Et ça, c'est une amélioration importante, notable, du suivi des patients qui sont atteints de maladies rénales chroniques. En amont et en aval, parce qu'en aval, il y a la transplantation rénale. Et en fait, c'est toujours important de suivre l'évolution justement des constantes. On sait qu'aujourd'hui, ça peut permettre de prévenir un rejet, une phase de rejet aigu du rein. Ça peut permettre potentiellement d'adapter les stratégies thérapeutiques aussi du patient en allant vers d'autres traitements qui auront des impacts moins forts il y a des traitements aujourd'hui néphrotoxiques, donc on va pouvoir potentiellement changer de traitement. C'est important, en fin de compte, toutes ces données biologiques, pour moi, sont véritablement une mine d'or. On en parlait précédemment, mais aujourd'hui, effectivement, c'est une mine d'or pour pouvoir faire de l'analyse et de la prévention en vie réelle, justement, et pouvoir diagnostiquer tout un tas de pathologies ou d'évolution des pathologies. Vous êtes spécialiste du diabète aussi, on parle d'insuffisance rénale chronique, on parlera peut-être d'insuffisance cardiaque, mais aujourd'hui, effectivement, les données biologiques permettent d'identifier l'évolution vers, justement, des stades terminaux ou vers des pathologies qui vont devenir chroniques. Il serait peut-être intéressant vu que c'est aussi la thématique de l'Agora, quel est le rôle du biologiste dans cette analyse de la donnée, du logiciel, et quelle est sa nouvelle place, son lien entre le clinicien et la donnée? Oui, alors il y a 2 phases. Il y a d'abord la mise en place, parce qu'une expérience comme ça, l'interfaçage, la mise en place d'une telle solution ne se fait pas toute seule. Il y a un travail de paramétrage très important, d'interfaçage, d'interopérabilité d'un certain nombre de logiciels, le logiciel du labo, le logiciel des néphros, le CDS, le middleware. Donc il y a quand même un gros travail qui est piloté, qui est orchestré par le biologiste. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de validation. On va le faire tourner offline pour vérifier qu'il ne fait pas de bêtises. Et ça, c'est le rôle du biologiste. Il valide un petit peu comme un dispositif médical qu'on valide avant l'utilisation réelle. Et puis après, la solution va tourner en digital. Et puis alors là, on va avoir des réunions régulières avec les néphros d'évaluation. En fait, on va évaluer si le logiciel a bien fait son travail. Est-ce qu'il a alerté à bon escient? Est-ce qu'il y a des patients qu'on a ratés parce que le logiciel ne nous a pas dit il y avait une règle qui aurait pu être mieux optimisée? Bref, toute cette phase d'évaluation qui est permanente, puisque, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant avec le CDS, c'est que ce n'est pas une boîte noire. Ce n'est pas un truc qu'on vous met au laboratoire, vous le branchez, puis ça marche. Non, vous pouvez, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on peut l'adapter à d'autres pathologies. C'est quelque chose qui n'est pas figé. Nous, on a choisi la maladie rénale chronique parce que je vous avais expliqué, il y a un écosystème favorable. Bon, mais dans l'insuffisance cardiaque, dans le diabète, dans tout un tas de choses où on a un suivi longitudinal, encore une fois, c'est ça qu'il faut retenir, suivi longitudinal, eh bien, on peut l'utiliser en implémentant donc des règles. Il faut savoir aussi, je n'ai pas dit quelque chose d'important, c'est que dans le logiciel, de manière native, sont implémentées des règles ou des recommandations de sociétés savantes. S'il y a des recommandations HAS, il y en a pour la maladie rénale, des recommandations de sociétés savantes, des recommandations de bonnes pratiques. Elles sont incluses dans le logiciel et ça permet comme ça d'optimiser le parcours patient. Je vous donne un exemple. Il y a énormément de patients hypertendus,
par exemple, ça c'est une statistique, j'ai oublié le chiffre, qui n'ont pas de dosage annuel du débit de filtration glomérulaire. Or, ce sont des candidats à l'insuffisance rénale, et les hypertendus, il y en a beaucoup en France. Eh bien, CDS, le logiciel, avertit le biologiste en disant « Attention, ce patient, je sais qu'il est hypertendu, il n'est pas insuffisant rénal, hein, c'est un naïf. Il est hypertendu, ça fait 2 ans qu'il n'a pas eu une mesure du débit de filtration glomérulaire. Ça ne va pas. » Donc, vous voyez, il y a aussi l'implémentation de règles, de bonnes pratiques qui permettent de suppléer au fait que parfois on est un peu pressé, les équipes cliniques oublient de prescrire, nous les biologistes aussi on oublie. Donc le logiciel permet de rattraper entre guillemets ces petites insuffisances des équipes. Vous parliez en fait des applications dérivées et aussi de la gestion des comorbidités dans une maladie comme l'insuffisance rénale. Nous, c'est vrai qu'on a 50 projets en fait qui tournent dans toute l'Europe sur plusieurs types de pathologies. En effet, l'évolution de cet outil, c'est de parler des hépatites, de parler de la prévention primaire du risque cardiaque, c'est de parler du sepsis, qui est aussi des causes en fait qui sont vraiment handicapantes pour les patients et qui coûtent beaucoup à l'assurance maladie. Et je pense que c'est vraiment en effet des outils apprenants et qui pourront se développer sur le long terme pour améliorer significativement la qualité en fait de la prise en charge. Pour moi, il y a un autre aspect qui est très intéressant. Cette solution reste un pilote actuellement. L'ambition, j'espère, c'est de pouvoir le disséminer, le diffuser sur l'ensemble du territoire puis à l'international. Mais on parle aujourd'hui en France de plus en plus de déserts médicaux. Et je trouve que la place du biologiste est une place qui est intéressante justement dans la prise en charge des patients parce qu'on parle de déserts médicaux par rapport aux médecins, mais des biologistes. Alors, je ne vais pas dire qu'on en trouve aux 4 coins, mais en tout cas, on en trouve potentiellement plus facilement répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est un moyen aussi pour pouvoir justement identifier précocement des patients qui n'ont pas forcément accès facilement à des médecins. Il y a des délais d'attente qui sont de plus en plus longs. Et donc, ça permettrait aussi d'envoyer des alertes, des notifications directement auprès des néphrologues pour pouvoir mettre en place des consultations avancées et pour pouvoir justement améliorer encore une fois cette prise en charge. Donc le rôle du biologiste, pour moi, il est aussi central dans la prise en charge. Il y a une nouvelle convention pharmaceutique qui a été signée. Je n'en connais moins sur les biologistes, mais voilà, je pense que c'est un professionnel de santé aujourd'hui de premier plan qui est en train de se dessiner. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, la maladie rénale, je vous l'ai dit, n'est pas assez dépistée et que grâce à cette solution digitale, on peut mieux attirer l'attention d'un certain nombre de médecins sur le fait, encore une fois, qu'ils ont dans leur cohorte de patients des insuffisants rénaux, tout au moins pas des insuffisants rénaux encore, mais il se passe quelque chose au niveau rénal qui invite à aller plus loin, qui invite à mesurer des choses un peu plus compliquées, à mesurer des gestes tout simples comme une protéinurie dans les urines, mais qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce que le patient ne veut pas faire pipi. Mais c'est essentiel dès qu'on a un patient hypertendu. Et en pratique clinique, parfois, c'est un peu oublié. Mais ça fait partie des fondamentaux. Et CDS est là pour rappeler un petit peu les fondamentaux qui sont rappelés aussi dans les recommandations HAS et tout ça. Mais voilà, ça sert au quotidien à ça. Et vous parliez aussi, Michel, en fait, du sous-diagnostic avec l'outil qui rappelle en fait le diagnostic qui n'a pas été fait depuis 2 ans, mais il y a aussi le phénomène du surdiagnostic. Et dans la gestion pluridisciplinaire en fait de ces équipes qui prennent en charge les patients, sur le pilote, on a vu par exemple des créatinines qui étaient prescrits 3 fois par différents acteurs pour un même patient. Ça permet aussi d'éviter au patient d'être piqué 3 fois, etc. Et à l'assurance maladie de rembourser 3 tests. Et une autre application du pilote, on l'a vu et c'est ce que disait Renan, c'est qu'on a pu envoyer aux néphrologues des patients qui s'ignoraient bien avant d'attendre ce stade de l'insuffisance rénale terminale. Lors des évaluations que les équipes ont eues, ils avaient une évaluation toutes les 3 semaines. On a fait, je ne me rappelle plus, mais il y avait quelque chose comme 60 patients, c'est beaucoup, hein, 60 patients qu'on a pu diagnostiquer avant qu'ils finissent au stade de la dialyse. Alors, c'était essentiellement des diabétiques et des hypertendus, mais ça vous donne une idée, rien que pour ça, ça vaut le coup.
comme le temps est contre nous et qu'il nous reste... voilà, on peut peut-être terminer sur les ambitions de développement, peut-être les premiers retours sur le fonctionnement et laisser la parole aux questions s'il y en a dans la salle. Pour les ambitions de développement, alors nous, on est partenaire de Serballiance sur le sujet, mais suite à, en effet, la demande de Rénalou, nous, on a la volonté en fait, de pouvoir répéter ce projet dans d'autres régions pour le mettre à disposition des patients insuffisants rénaux. Et puis, pourquoi pas, dans les mois à venir, pouvoir en fait se développer sur le sepsis, qui est un vrai, qui est un vrai problème dont on doit tenir compte. Et puis, nous, on est très attachés à la prévention primaire des risques cardiovasculaires. Et donc, c'est sans doute en fait ces priorités-là qu'on essaiera en fait de mettre en place très rapidement au niveau du territoire national. Vous voulez ajouter quelque chose, Michel? Oui, effectivement, nous, on a l'ambition d'implanter le CDS un peu partout, dans nos centres, dans les laboratoires qui travaillent avec les centres qui prennent en charge les patients atteints de maladies rénales chroniques, puisqu'on commence à avoir une certaine expertise. Mais mes collègues qui sont à Toulouse et qui malheureusement n'ont pas pu venir pour des bonnes raisons, il y avait du rugby, vous voyez, ils ont acquis une véritable expertise qu'on va effectivement dupliquer. Et ça va être des moniteurs pour d'autres endroits en France où il y a effectivement des centres, des laboratoires qui tournent en parallèle avec des unités néphrologiques. Oui. Oui. C'est bon, je suis là. Camarade, je suis de la société Baxter. J'ai deux petites questions. Donc la première concerne le déploiement, ou plutôt la mise en place, parce que le déploiement, ce n'est qu'une partie dans la chaîne. En général, ça prend combien de temps une mise en place d'une telle solution logicielle depuis le début des discussions donc avec les différents éditeurs, donc la partie commerciale, jusqu'au démarrage, le Go Live? La deuxième question, quels sont les challenges que vous avez rencontrés lors du déploiement de cette solution logicielle? La mise en œuvre, alors pour un premier projet, ça a été à peu près 1 an. Alors évidemment, il y a l'expérience acquise maintenant qui nous permettra d'aller plus vite. Après, les difficultés, je vais peut-être vous laisser parler, Michel. Oui, il y a eu des difficultés, bien sûr. Hein. Il y en a eu essentiellement de 2 types. La première, c'est que le logiciel génère un certain nombre de conclusions, de recommandations, d'alertes. Et ces recommandations, il fallait les faire figurer sur le compte-rendu. Ça paraît bête, comme ça paraît facile, mais en fait, comme il y avait un nombre très important de recommandations, le paramétrage a été long et parfois complexe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, mais c'est quasiment réglé. Le deuxième point, qui est toujours un point qui n'est pas réglé, et qui est indépendant d'Abot d'ailleurs, qui est la notification. Je vous ai dit que parfois on a besoin de joindre un néphrologue, de le notifier, pas le joindre, de manière urgente, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On parlait de la kaliémie, vous savez que c'est un paramètre de vital. Et donc, entre la réglementation, qui est quand même assez tatillonne là-dessus, le RGPD, le machin, le truc, on n'est pas encore arrivé à un niveau de notification optimal comme on voudrait qu'il soit. Merci. Mohamed Ben Hamida, je gère une plateforme de télémédecine, docteur.com. Donc, comme j'ai géré un établissement de santé qui a un laboratoire, un centre de dialyse, j'ai été invité à faire une petite conférence avec des néphrologues et j'ai découvert la partie télédialyse. Est-ce que la télésurveillance des séances de dialyse peut être intégrée avec votre solution, justement pour aider un petit peu les zones de désert médical à découvrir ou à être alertés sur les problèmes de télésurveillance, c'est-à-dire si on arrive à détecter des problèmes pour les patients dialysés en cours de route des séances de dialyse. Voilà, merci.
Alors oui, en effet, l'un des avantages de cette plateforme, en fait, c'est son interopérabilité. Donc potentiellement, oui, on peut l'interconnecter avec, des systèmes de télédialyse. Tout à fait. Mais ça n'a pas été fait pour le pilote, hein. Le pilote a uniquement géré l'interface avec le laboratoire. Bonjour, je voudrais savoir quel est le business model en fait. Qui est-ce qui rémunère votre prestation de service? Est-ce que l'assurance maladie vous rémunère un surplus ou pas? Alors vous savez que dans notre métier, ce qu'on fait, ça s'appelle la prestation de conseil. Et la prestation de conseil n'est pas rémunérée par l'assurance maladie. C'est une valeur ajoutée qu'on apporte à nos comptes rendus. C'est vrai qu'il y a un coût. Là, c'était un pilote, donc le coût, l'aspect économique n'a pas été pris en charge. Pour être complètement transparent avec vous, les néphrologues y ont trouvé un intérêt puisque ça leur a permis de recruter de nouveaux patients. Des patients qui ne seraient jamais venus les voir. Enfin, ou plutôt qui seraient venus les voir de manière extrêmement tardive. Donc eux, ils étaient très contents de cette expérience parce que voilà, ça a renforcé leur chose. Mais sur l'aspect laboratoire, non, on n'a pas, le business model, c'est du service qu'on apporte à nos cliniciens. Oui, bonjour, je suis biologiste hospitalier. Vous avez parlé d'écosystème. Alors moi, je vais vous citer un autre écosystème qui est l'écosystème général. Votre écosystème, c'est Servalliance, donc un gros laboratoire dans une grande ville, avec un centre de dialyse, avec des gens hyper spécialisés. Pour l'insuffisance rénale chronique, ça concerne toute la population. Et donc la question, c'est comment vous voyez le déploiement de ce système dans un environnement, le mien, ouvert, d'un laboratoire qui fait des dosages d'éclairance, c'est l'insuffisance rénale, on le sait que c'est sous-dépisté, pas que chez les dialysés, c'est sous-dépisté dans la population. L'intérêt, je trouve, de l'application, ce serait de l'étendre. Et comment vous voyez ça, quoi, à partir de votre expérience? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est envisageable? Et dans quelles conditions? Alors comme je vous l'avais dit, on avait choisi pour le pilote Toulouse parce qu'on était dans un écosystème clos et que ça convenait très bien à l'expérimentation. La maladie rénale chronique également, le choix de cette affection convenait effectivement très bien puisqu'on avait très peu de perdu de vue. Parce que ce que vous soulignez de manière très juste, c'est que quand on fait du suivi longitudinal, si on perd de vue le patient, ça ne sert à rien. Donc vous avez raison, ça n'est pas adapté à certaines situations de ville très ouvertes. Sauf le cas des patients naïfs. Parce que ça, on est dans un instantané où on va attirer l'attention du clinicien qui parfois pense à autre chose. Il s'occupe des articulations ou des artères et il n'a pas vu qu'il y avait un débit de filtration glomérulaire abaissé. Mais vous avez tout à fait raison, on ne peut pas implanter ça partout. Alors, si je peux me permettre de compléter, en effet, il faut quand même un écosystème favorable. Néanmoins, alors on travaille sur d'autres pays européens des projets à l'hôpital public à l'échelle de région. Alors bien évidemment, il faut engager d'autres acteurs dans ce cas-là et puis faire fonctionner ensemble le public et le privé parce que quand on est dans un écosystème, voilà. Alors, le logiciel, il est agnostique, hein, on peut le paramétrer comme on veut. Après, en fait, ça demande, je dirais, la mobilisation d'acteurs un petit peu différents. C'est des projets qui sont un petit peu plus ambitieux. C'est vrai que pour les besoins de la démonstration, nous, on a préféré commencer, en effet, dans un écosystème qu'on maîtrisait complètement. Je pose une question alors. Aujourd'hui, c'est interfacé avec l'espace numérique de santé, la solution voilà, donc mon espace santé, parce qu'en fait, c'est un peu la solution de concilier tous les résultats vers un espace qui est maîtrisé. Question piège? Alors, oui, c'est une question piège, oui. En fait, ce qui est interfacé avec mon espace santé, c'est les systèmes de gestion de laboratoire. Donc, effectivement, si on arrive à rapatrier les recommandations, les alertes de CDS, on pourra, parce que là, c'est du futur, les exporter dans mon espace santé sous une forme probablement de fichier texte. C'est-à-dire que ce n'est pas normé, hein, ce genre de choses. Il n'y a pas de code lowing, il n'y a pas tout ce qui est prévu pour caractériser les comptes rendus de biologie. Donc, effectivement, on peut imaginer à travers le SGL exporter dans mon espace santé ce genre de recommandations. Oui, bonjour. Une question dans le même sens. Du coup, là, vous êtes dans le cadre d'un pilote. On est dans un dispositif médical. Vous rentrez dans quelle classe, du coup ?
Aucune idée. Ce qui est Du coup, vous sûr, faites un c'est pilote que et c'est ce qui est important, c'est que toutes les données étaient au laboratoire. Hein. Il y avait C'est pas un de- dispositif médical. il En est fait, il est pas marqué de classe alors que vous donnez des recommandations? non, on ne donne pas de recommandations en fait. C'est-à-dire que toute la subtilité, c'est que c'est le biologiste qui est responsable de la mise en place des règles. Les règles en fait ne sont pas créées par la société Abbott, sont des recommandations de sociétés savantes, de recommandations de la Haute Autorité de Santé, et les règles propres à Serballiance ou à un hôpital public. Et donc c'est pas un dispositif médical et le biologiste garde complètement le libre arbitre de l'interprétation de la donnée qui est ordonnancée pour lui. Merci. Ce qui est important de rajouter aussi, c'est que tout était sur un serveur au laboratoire. Hein. Il n'y avait pas d'exportation dans un cloud ou quelque chose avec toutes les règles qui s'en suivent. Tout était sur le même serveur que notre SGL d'ailleurs, qui était au sein du laboratoire. Du coup, vous n'avez pas du tout d'entrepôt de données de santé. Et à qui appartiennent les données? Toujours au laboratoire? Toujours au laboratoire, bien sûr, ce sont nos données. Et pour l'instant, le projet, si vous voulez, n'avait pas... On ne peut pas avoir toutes les ambitions. Pour l'instant, on voulait déjà valider le fait que ça rende service à des patients, à des médecins. Vous voyez, c'était quand même pas évident. Bon, oui, ça a rendu service. Après, on va se poser tout un tas d'autres questions, c'est sûr. Merci. Autre question au niveau de l'algorithme. Est-ce que vous arrivez à faire une analyse longitudinale par rapport à l'historique des analyses précédentes pour voir si le DFG a progressé au bout de 3 mois en fait? C'est un des intérêts majeurs du logiciel en fait. C'est ce que je vous disais. C'est à partir de photos répétées, on reconstitue un film et on voit qu'il y a un rein qui est en train de s'abîmer. Donc c'est effectivement le cœur vraiment de l'intérêt de ce logiciel parce que souvent les antériorités ne sont pas exploitées comme elles le devraient. Là où c'est intéressant votre question, c'est que quand le DFG commence à s'améliorer, c'est-à-dire que potentiellement on n'est plus sous suspicion d'insuffisance rénale, et je trouve que c'est important, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus faire trop de diagnostics parce que ça va impacter d'autres aspects de la vie des patients. Je vais essayer de ne pas me lancer dans une trop grande explication, mais aujourd'hui, pour accéder à de l'emprunt immobilier, quand vous avez une pathologie chronique qui a été diagnostiquée, c'est un enfer. C'est plus le cas depuis quelques temps, depuis un décret qui est paru très très récemment, mais auparavant c'était un enfer. Donc il faut faire attention aussi avec ces données qu'on génère. Il faut qu'elles soient évaluées par des biologistes, qu'elles soient validées par les médecins avant qu'elles arrivent jusqu'au patient et pas l'impacter en fait considérablement.